Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On apprenait hier que la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'appel des présumées victimes des orphelinats catholiques et les survivants qui voulaient intenter un recours collectif contre 8 congrégations religieuses et le gouvernement du Québec pour des sévices qu'ils ont subis à l'enfance. Et, je vous dirais, difficile de passer à côté du cirque médiatique entourant les démarches judiciaires contre l'ex-président américain Donald Trump. Comme d'habitude, un fort menu pour notre chroniqueur du mercredi, avocat, docteur en droit, politicologue et chroniqueur Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour Frédéric. On va revenir sur cette décision de la Cour suprême du Canada. Tout d'abord, mais rappeler, Cour 101, et c'est pourquoi on fait appel à toi, le rôle et les critères utilisés par les juges de la Cour suprême lorsqu'ils rendent une décision. Ouais, en fait, les critères vont varier dépendamment de quel type de droit on parle. Est-ce que c'est du droit criminel? Est-ce que c'est du droit civil? Est-ce que c'est du droit familial ou autre? Ici, très clairement, il ne faut pas oublier que la Cour suprême, il y a seulement 9 juges d'un peu partout au pays et celle-ci va toujours essayer d'entendre des dossiers qui ont un intérêt, disons, national, par définition, parce qu'il n'y a pas de plus haut tribunal que la Cour suprême. C'est un appel de dernier recours. Or, ici, on l'a compris, la Cour suprême a décidé de ne pas aller de l'avant en entendant l'appel en question. Elle n'a pas à se justifier. La Cour suprême ne rend jamais de décision par écrit motivé lorsqu'il vient le temps de rejeter une permission d'en appeler. Mais ce qu'on peut peut-être penser, c'est que fort probablement qu'elle est d'avis que la décision de la Cour supérieure qui interdisait un type de recours semblable, idem pour la Cour d'appel, étaient des décisions qui étaient suffisamment justifiées et en d'autres termes qu'il n'y avait pas de chance de succès raisonnable en Cour suprême. Tu l'as mentionné, c'est vraiment le plus haut tribunal, c'est la dernière étape possible pour amener un dossier. À la lumière des reportages et des révélations entourant cette histoire, je comprends que tu n'as pas plongé là, à fond dans tous les dossiers, là, mais est-ce que la cause était assez riche pour justifier un recours devant la Cour suprême? Ben, écoute, à première vue, et puis avec respect évidemment pour les avocats qui l'ont porté à bout de bras, puis on s'entend que la cause est excessivement noble, nécessaire, légitime, là, ça fait pas de doute. Moi, ce que j'en comprends, c'est que, et c'est souvent le cas en matière d'action collective, c'est que peut-être qu'ils ont ratissé un peu trop large, parce qu'on voulait mélanger les orphelins du Plessis à d'autres cas qui n'avaient rien à voir avec les orphelins du Plessis, et c'est un peu ce que la Cour supérieure avait dit initialement, vous ratissez beaucoup trop large, et que c'est quoi le problème quand on ratisse trop large? C'est que les victimes n'ont pas nécessairement de dénominateur commun précis qui est habituellement une des conditions de base pour les actions collectives, c'est-à-dire, oui, OK, on pourrait être condamné à verser une somme X qui sera partagée par les victimes Y, mais encore faut-il qu'il y ait une espèce de modus operandi qui soit facilement identifiable. De ce que j'ai compris ici, ce n'est pas nécessairement le cas. Et je te dirais, Frédéric, pour faire une analogie, rappelle-toi l'action collective qui avait été entreprise contre Gilbert Rozon par 14 de ses victimes alléguées, si je ne fais pas erreur. La Cour supérieure avait, elle aussi, rejeté l'action collective comme telle au motif que le dénominateur commun était difficile à identifier, que le temps qui s'était écoulé de A jusqu'à Z était trop important, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ça. Mais je veux qu'on comprenne bien ce concept de dénominateur commun, parce que certains pourraient se dire, bien, on a la force du nombre, si on trouve plus de victimes, plus de personnes, on aura plus d'impact pour faire bouger les choses. C'est pas ça là, qu'on comprend de cette décision. En fait, quand je parle de dénominateur commun, je ne parle pas du nombre de victimes, je parle d'espèce de modus operandi. Par exemple, de ce que j'ai compris de la décision, puis ça me semble peut-être aller de soi, les orphelins de Duplessis n'ont pas subi les mêmes sévices nécessairement que les orphelins des orphelinats là, dont il est mention actuellement. En d'autres termes, en mélangeant peut-être, puis je le dis avec grand respect, là, mais les pommes et les oranges, en quelque sorte, ça devient difficile par la suite pour un tribunal d'entendre une action collective. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de cas dépareillés, si je peux dire ça comme ça. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que la Cour supérieure, dans la décision qui nous occupe ici, a laissé entendre qu'il pourrait peut-être y avoir des recours très ciblés face à X ou Y orphelinat, et ça pourrait nécessairement changer la donne et permettre donc de faire revivre la cause en question. Mais ça veut dire que les équipes légales devront, parce qu'on l'a mentionné, la Cour suprême, c'est le dernier niveau, lorsqu'une décision tombe, il n'y a pas d'autre recours. Ça veut dire qu'on devrait changer la stratégie, donc s'y prendre différemment?
Oui, exactement. En fait, la Cour suprême, ici, elle n'a rien dit. Elle a seulement dit, je n'accepte pas votre demande d'en appeler auprès de moi. Je ne vous entendrai pas. Donc, ce qui fait en sorte que la décision de la Cour d'appel du Québec est la dernière décision rendue. C'est elle qui fait office de chose jugée, si je peux dire. Mais ce qui n'empêche pas, par contre, que la Cour supérieure, dans ce dossier-là, qui est le premier tribunal qui a entendu l'affaire, elle a levé le drapeau en disant, OK, c'est trop compliqué votre affaire pour ratisser trop large, mais peut-être que si vous preniez un recours ciblé contre l'orphelinat X ou l'orphelinat Y pour telle période, ce serait peut-être possible. Et là, je ne dis pas que c'est le cas, mais de ce que j'ai compris, il y aura encore une certaine ouverture comme telle, mais évidemment, on ne peut pas recréer la même procédure qui a été adoptée à l'époque en 2018, parce que là-dessus, nécessairement, il y a chose jugée. Bon, on demeure dans les tribunaux, mais pas au Canada. On va aller aux États-Unis, dans le coin de New York, parce que difficile à manquer, Donald Trump qui fait face à la justice. J'ai une grande question philosophique pour toi. Oh! Est-ce que c'est le début de la fin pour l'ex-président ou le début d'un nouveau chapitre? Je suis fidèle à ton habitude avec les questions à 1000 $. Évidemment, je vais être obligé de mouiller que tu as passé pour un imbécile dans 6 mois, 1 an, mais moi, j'ai vraiment l'impression que ceci va donner un sacré bon coup de main à Trump pour remporter les investitures républicaines. Si tu regardes les sondages, là, il y a pratiquement le 3/4 des intentions de vote de DeSantis est loin derrière à 24, si je fais pas erreur. Donc ça va. Est-ce qu'il sera en mesure de ramasser la présidence par la suite? Ça, c'est la question qui est plus compliquée. Donc, pour les investitures, moi, je suis certain que ce sera le candidat républicain, du moins à l'heure qu'on se parle, toi et moi. Mais ramasser la présidence... Écoute, si jamais les Américains sont assez fous pour mettre au pouvoir un gars qui est, somme toute, le seul président ou ex-président à avoir été accusé au criminel, je te dirais que ça donne une idée assez claire, assez nette et précise d'où est rendu le pays en question. Et bien, franchement, moi, je te dirais que je ne serais pas surpris que Donald Trump redevienne président aux États-Unis avec le clivage actuellement. Il y a une guerre culturelle. Hein. Je crois que les États-Unis n'ont jamais été, autant peut-être à la guerre de sécession, mais depuis ce temps-là, autant divisés. Il y a actuellement, au moment où on se parle, toi et moi, 427 projets de loi contre la communauté LGBTQ+. Imagines-tu, 427. On a 14, 15, 16 États qui s'apprêtent ou qui ont déjà interdit l'avortement. D'autres sont en train de s'ajouter. Donc, il y a une cassure très, 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 comment je te dirais, percutante entre cette espèce de semi-gauche et le reste. Et Donald Trump est un génie. C'est un génie des communications. Tu as vu hier, dans sa sortie de presse, il a trouvé une manière, encore une fois, de ramener ça à son avantage, en disant, si je suis accusé, c'est parce que moi, je vous défends. Puis il y a des gens qui sont pas nécessairement trop futés puis qui pensent que c'est clairement la raison de son arrestation et de son accusation. Il joue les martyrs et en plus, il va demander des dons et il en obtient des dons. On essaiera de trouver ça dans l'histoire, quelqu'un qui a trompé sa femme enceinte avec une vedette pornographique et qui ramasse 7 millions. Là, ça, je pense pas que ça a déjà existé. Et dernière chose là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une présidentielle ou encore des élections, on voit la différence vraiment notable entre le système politique aux États-Unis par État, pour le grand pays. Est-ce qu'on peut faire des parallèles également? Est-ce que c'est aussi compliqué le système judiciaire? Est-ce qu'il y a des parallèles avec le nôtre ou c'est vraiment des écosystèmes à part entière pour la machine judiciaire aux États-Unis? Ben, c'est sûr que c'est différent quand même, hein, parce qu'on a ici le concept de grand jury là, qui a déposé les accusations, ce qu'on n'a pas ici. Par contre, une fois que les accusations ont lieu, l'accusé devra, le cas échéant, être condamné hors de tout doute raisonnable. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on fait. C'est très similaire à ce qu'on voit ici. Mais et ça aussi, c'est une similitude, il bénéficie en fait de la présomption d'innocence. Donc ce sera à l'État de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la preuve de sa culpabilité. Et ça, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et j'espère que Donald Trump aura un procès juste, équitable, indépendant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner dans un État de droit. Mais pour avoir compris un peu là, la requête qui a été déposée contre lui, qui est très, très, très volumineuse et qui semble très sérieuse, j'ai comme l'impression qu'il va avoir de la difficulté à s'en sortir, surtout qu'il n'a pas nié les événements en question. Si tu remarques bien, il a amené ça ailleurs, mais il n'a pas ni avoir fait les paiements. Mais dans ses stratégies, comme hier, lorsqu'il a pris la parole à Mar-a-Lago, il a carrément attaqué le juge qui va piloter tout ça. C'est une stratégie qu'on verrait pas ici, là.
Ben, il est même allé avec, il y a plusieurs, hein, on a quelques chroniqueurs ici, là, qui traitent fort sur le racisme anti-blanc. On dirait que Trump les a écoutés, là. Pour lui, là, s'il est accusé, c'est parce qu'il est blanc, évidemment. Fallait y penser. Donc, est-ce qu'il va être capable de s'en sortir après avoir insulté le juge? S'il reste encore un certain volet de subjectif dans tout le processus, je pense que ça va jouer à son désavantage. Mais encore là, Frédéric, le temps qu'il sera condamné, le cas échéant, il risque d'être trop tard, entre guillemets, pour la démocratie américaine. Frédéric Bérard, à suivre encore une fois. On en a encore pour plusieurs semaines à suivre ce cirque. Frédéric Bérard, notre chroniqueur du mercredi. Merci beaucoup. Salut, merci.